Le mondialisme n'est pas seulement une idéologie visant à imposer le gouvernement mondial, il est aussi une religion auquel doivent faire allégeance l'ensemble des peuples. Pourquoi le mondialisme fait-il particulièrement la guerre au catholicisme romain ? Comment expliquer toute cette symbolique satanique qui s'abat en 2024 sur la France ? Quelles sont les armes pour combattre cette tyrannie ? Toutes les réponses à ces questions avec Stanislas Berthon, entrepreneur, analyste économique et auteur de ce dernier ouvrage, L'homme et la cité, volume 4. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. On va parler vraiment de mondialisme dans le fond des choses et cet excellent bouquin que m'a envoyé Stanislas Berthon, que j'ai lu d'une traite. Déjà, L'homme et la cité, volume 4 déjà. Après les 3 premiers volumes, donc nous avons le volume 4 qui est excessivement intéressant parce que là, pour le coup, il va dans le fond des choses et nous, à Géopolitique Profonde, c'est ce que nous faisons. On donne des détails. Et avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Le dernier article en exclu de Pierre Hillard. Si vous voulez vous abonner, allez-y. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, c'est ce que je disais, cher Stanislas, moi j'ai l'impression que ces forces-là sont débridées et qu'elles n'ont plus peur de rien. Elles ont l'impression d'avoir gagné, en fait. L'impression seulement. Elles ont l'impression, en tout cas. Elles ont l'impression, parce qu'elles ne vont jamais gagner. Déjà, non, elles ne gagneront pas. Il ne faut pas oublier que le diable croit toujours qu'il va gagner, mais je veux dire, c'est Dieu qui va gagner au final. C'est ce que disait d'ailleurs un exorciste qui s'appelait le Père Gabriel Amorth, qui a écrit des livres passionnants qui pourraient intéresser nos auditeurs. Il disait, il ne faut jamais oublier que si le diable aboie, c'est Dieu qui tient la laisse. Pourquoi ce 4e tome ? Alors j'ai voulu écrire ce 4e tome parce que je voulais surtout avoir un livre de synthèse accessible sur le projet mondialiste dans toutes ses dimensions. Parce qu'on disait ça tout à l'heure, moi j'en ai assez de ces débats politiques où on parle de la gauche, de la droite, on se soucie des coalitions électorales, des gouvernements, etc. Alors qu'il y a un projet mondialiste qui est établi, qui est sourcé, qui est documenté, qui se déploie dans plein de dimensions. Alors beaucoup de gens en ont pris conscience avec le Covid, ont vu comment ça s'est passé en France, comment ça s'est passé dans tous les pays. Ils le voient avec la propagande LGBT qu'on retrouve absolument partout, avec ce qui se passe à l'école, avec l'éducation sexuelle des enfants. Et ça vient pas, je précise au passage, ça vient pas du gouvernement français. Ça vient de l'OMS, ça vient de l'ONU. Et là encore, tout ça est sourcé, documenté. Et vous avez la même chose en Angleterre, en Allemagne. Voilà. Mais ce que je voulais montrer aux gens, c'est comment ce projet touche beaucoup de choses, touche la santé, touche la politique, touche les migrations, touche même l'économie, la finance, et comment il a une cohérence, et que les gens, et ça de manière accessible, et ne puissent pas dire, on ne savait pas, on comprend ce qui se passe, et on voit comment on relie tous les points. Voilà, c'est ce que je voulais faire avec ce livre. Oui, parce que les gens se disent, c'est la modernité qui fait que... Non, c'est pas la modernité. Exactement. C'est en fait un plan qui leur est imposé. Exactement, et surtout ça, j'en parle dans la deuxième partie du livre, il y a tout un essai sur les techniques de manipulation politique, c'est de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on prépare les gens psychologiquement à accepter la modernité, et aujourd'hui les gens en fait baignent dans un bain idéologique qui leur a été imposé par l'école, par les médias, par la société en général, par l'esprit du temps, et ils n'en ont même plus conscience. Donc il faut les aider à prendre du recul par rapport à ça et de dire, mais regardez, vous avez fait l'objet d'un lavage de cerveau furtif, c'est ça l'ingénierie sociale, c'est la manipulation furtive des comportements, et donc prenez-en conscience et sortez de ces manipulations en fait, qui vous amènent à la ruine. Et en fait, on voit aujourd'hui, les gens sont déprimés, ne font plus d'enfants, les jeunes ont peur de l'avenir, mais tout ça, c'est le fruit de ça. C'est le fruit de cette manipulation. Et cette manipulation, on sent qu'elle s'accélère. Je vais prendre juste l'exemple de la cérémonie des JO. Alors ça, je dirais, c'est à double tranchant, parce que quelque part, c'était à la face du monde, mais ça a aussi permis à beaucoup de gens de prendre conscience de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, suite à ça, qui m'ont appelé ou qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Moi, je croyais que tu allais trop loin avec tes histoires de complot, de satanisme, etc., des élites qui avaient ce projet diabolique. Là, en fait, j'ai vu que tu avais raison. » Et donc, il y a déjà eu cet effet-là. Et en plus, il y a des gens qui ont compris la dimension spirituelle, parce qu'on l'a évoqué rapidement. Il y a une dimension spirituelle. Et il y a plein de gens qui, suite à ça, m'ont dit, écoute, pour la première fois, je suis retourné à la messe, je suis allé prier, parce que j'ai compris qu'en fait, il y avait vraiment le diable qui se déchaînait. Vraiment, des gens m'ont dit ça, vraiment.
Comment aujourd'hui on pourrait définir ce mondialisme? Parce que je pose souvent cette question parce que chacun a un peu sa réponse. Mais vous qui avez écrit dessus, comment vous le définiriez? C'est un projet global qui vise à établir en premier déjà une gouvernance mondiale. C'est-à-dire il faut détruire les États-nations, il faut une gouvernance mondiale qui sera assurée par une élite, donc une élite qui se met au-dessus des peuples, qui considère et qui veut détruire donc les États-nations, les religions et les cultures traditionnelles, qui veut faire de la dépopulation, parce qu'il considère qu'il y a trop de gens sur Terre, donc il faut réduire, mais vraiment de façon massive, la population. Il faut détruire la propriété privée, donc ça c'est ce qu'on voit, les attaques sur le logement, sur la voiture, sur voilà, tout ce qui est propriété privée, l'économie de la location. Nos auditeurs auront remarqué qu'on propose de plus en plus de louer, et plus d'être propriétaire, même de chaussures. Moi j'ai vu ça, des marques qui proposent de louer vos chaussures. Donc on vient vers l'économie de la location. Et il y a aussi une dimension qui est le transhumanisme, c'est-à-dire on va dépasser l'humain et on va voilà, changer la nature de l'homme. Voilà. Le transhumanisme, c'est ça. Et en fait, pour résumer en une seule phrase, c'est une révolte contre l'ordre naturel de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre mot. Mais justement, cette révolte naturelle contre l'ordre de Dieu, comment est-ce que ces gens l'ont cogité? Est-ce qu'ils ont repris peut-être des livres anciens? Qu'est-ce qui leur a donné l'idée d'imposer ça? Ce qui leur a donné l'idée, c'est la lutte déjà éternelle du bien contre le mal. C'est la révolte qui est déjà présente dans le péché originel. Et après, quand on travaille un peu là-dessus, il y a beaucoup de choses ésotériques qui vont de ça. Donc il y a des restes de paganisme, de sociétés secrètes païennes. Il y a aussi l'ésotérisme, par exemple la Kabbale, qui est quelque chose de très présent, qui inspire tous les textes un peu alchimiques de la Renaissance, etc. Donc il y a toutes ces choses-là. Il y a la réforme aussi protestante, qui a été une première attaque, c'est-à-dire qu'on a commencé déjà à miner l'unité de la chrétienté. Voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi une force qui est à l'œuvre, qui sont les puissances financières, parce que ce qu'il y a derrière, en fait, le projet mondialiste, d'où vient sa puissance, c'est parce qu'il contrôle l'argent et le crédit, et notamment c'est la création des banques centrales. Ça, c'est quelque chose d'important, on est vraiment là-dedans, et c'est la création de la Banque d'Angleterre en 1694, après il y a la Banque de France, il y a la Fed en 1913, et ça, c'est vraiment l'esclavage financier, parce que c'est créer de l'argent à partir de rien, mais acheter des choses réelles avec. Et ça, c'est vraiment ce qui est absolument central. Oui, c'est ce qui fait qu'ils se financent éternellement. Exactement. Et nous, on se dit, ah, mais un jour, le système tombera. Et en réalité, ils ont l'argent pour que le système ne tombe jamais. Exactement, ils ont ça. Et avec cet argent, donc, les grandes dynasties, donc il y a les Rothschild, on peut les citer, les Rockefeller, les Warburg. Donc, les Warburg et les Rothschild, c'est des grandes familles de banquiers qui viennent d'Allemagne. Les Rockefeller, c'est tout ce qui est le pétrole, le chemin de fer, etc. C'est des gens qui ont un pouvoir absolument colossal. Et après, ils ont acheté les médias. Donc dès la fin du 19e, ils utilisent les médias pour que justement personne ne parle de ces sujets-là. Et quand on étudie l'histoire de la résistance au mondialisme, il y a des gens qui se disent, même aux États-Unis, avant 1913, il y a des gens qui disent, mais on ne veut pas de cette réserve fédérale, on ne veut pas que le dollar passe sous la coupe de ses intérêts puissants, mondialistes, etc. Il y a plein de voix qui s'élèvent. Mais à chaque fois, la puissance des médias de masse fait qu'on éteint les critiques, et surtout les gens qui parlent de ces sujets sont invisibilisés. Il y a plein de gens aux États-Unis, je pense à Eustace Mullins, je pense à des gens comme ça, de William Carr, il y a eu plein de gens qui ont écrit là-dessus, on peut même trouver leurs livres aujourd'hui, moi je les cite dans mes ouvrages, mais ces gens-là, très peu de gens les connaissent parce qu'ils ont été invisibilisés des médias, ils ne sont pas étudiés à l'université, on les rend invisibles. Voilà, c'est ça la technique du mondialisme, c'est ils vous invisibilisent. Et il s'invisibilise parfois lui-même. Parce que les gens, quand vous allez les voir, leur dites, est-ce que vous savez ce qu'est le mondialisme, le gouvernement mondial? Et vous dites, ah ben non, je ne suis pas au courant de ça. Exactement. Oui, mais moi, je fais souvent, par exemple, un sondage, je fais beaucoup de conférences, je dis aux gens, est-ce que vous connaissez on va dire, les grands think tanks qui sont en fait les organes où se décide la politique du monde, en France, aux États-Unis, etc. Alors, je dis, est-ce que vous connaissez le Forum économique de Davos? Donc là, il y a beaucoup de gens quand même dans mes conférences qui connaissent, peu quand même. Parce que c'est quand même des gens déjà un peu avertis qui viennent. Après, je dis, mais est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Alors là, il y en a déjà souvent un peu moins. Je dis, est-ce que vous connaissez la Commission trilatérale? Encore moins. Est-ce que vous connaissez le CFR, le Council on Foreign Relations? Et là, il y a peut-être 3-4 personnes sur, 100 personnes qui connaissent. Alors que c'est là que tout se décide. Et derrière ça, il y a encore des comités dans ces dynasties mondialistes où c'est quelques centaines de personnes. Et en fait, il y a une structure vraiment pyramidale. Et ça, tout ça est attesté. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont même été témoins de ces réunions, qui en ont parlé, alors parfois même au péril de leur vie. Mais ça, c'est invisibilisé. Ça n'existe pas. Et puis, c'est aussi parfois même ridiculisé par le système. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous parlez de ces sociétés,
qu'est-ce qu'ils vous diront? Ah mais regardez, le système, c'est des sociétés où des gens se réunissent entre eux et se décident entre eux en ridiculisant le message. Bien sûr. Et pour le coup, ils y arrivent très bien. Exactement. Parce que moi, je vais vous dire une chose, je demande beaucoup aux gens, lorsque je vais faire des reportages terrain, est-ce que dans votre famille, qu'est-ce qu'on dit de vous? Est-ce que dans votre famille, ils savent ce qu'est ceci ou cela? Ils disent non, moi je suis tout seul à en parler. Oui, absolument. Mais vous savez, en plus, le pire, c'est qu'il y a des preuves qui sont objectives. Par exemple, vous avez Klaus Schwab en 2017 à Harvard qui dit « Avec mes young leaders, nous avons infiltré tous les gouvernements de la planète ». Et après, il cite, il dit Macron, c'est nous, Trudeau au Canada, c'est nous, Merkel, c'était nous, etc. Il nomme, il dit les choses, donc ils le disent. Je veux dire, vous voyez, par exemple, récemment, j'ai posté sur les réseaux sociaux, il y a Viktor Orban, qui est donc le Premier ministre de la Hongrie, donc c'est quand même pas n'importe qui a une feuille en main, il dit, j'ai là le plan de George Soros pour faire venir 1 million de migrants par an en Europe. Et il dit, il y a même dans le plan les instruments financiers qu'on va utiliser pour financer l'accueil de ces migrants, etc. Donc vous voyez, et je vais même continuer, je croise l'information, il y a quelqu'un qui s'appelle Gregor Pupink qui a fait un rapport sur l'infiltration de George Soros de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça veut dire que Soros, il contrôle tous les maillons de la chaîne, il contrôle les réseaux de passeurs, il contrôle les réseaux qui placent les politiques, il contrôle les instruments financiers et il contrôle les juges qui empêchent l'expulsion des clandestins. Donc c'est parfaitement verrouillé. Et tout ça est connu. Mais les gens disent, mais les gens pourquoi ils ne veulent pas? Parce que ça les dérange. Parce que s'ils acceptent ça, ça veut dire que c'est leur vision du monde qui s'effondre et il faut qu'ils changent de paradigme. Et ça leur fait très peur. C'est quoi leur vision du monde globalement aux gens? C'est que nos gouvernements veulent du bien, qu'on vit en démocratie, qu'on est dans un état de droit, qu'il y a la justice et que en fait, le monde et le tout se fait au hasard. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de gens qui décident pour nous. Tout se fait un peu au gré comme ça des événements. Voilà. C'est démenti par tous les faits. Mais c'est une vision qui rassure beaucoup de gens. J'arrive jamais, enfin, vous avez totalement raison, hein, c'est ce que les gens croient, hein, mais j'arrive jamais à comprendre le pourquoi, parce que lorsque l'on voit comment l'État, en tout cas l'État français, maltraite sa population, on peut se demander comment on peut croire que l'État français vous veut du bien. Enfin, je ne sais pas. Enfin. Mais en fait, je pense que c'est plus profond que ça. C'est lié déjà à l'éducation qu'on reçoit, puisque l'éducation qu'on reçoit aujourd'hui, c'est l'apprentissage de la docilité. Moi, je peux en parler. J'ai fait les grandes études, prépa, grandes écoles et tout. Je me suis rendu compte avec le recul, bien plus tard, quand j'avais 30 ans, en fait, j'ai pas appris à réfléchir. J'ai appris à être un bon petit perroquet qui répète ce qu'on dit. On m'a appris des choses que j'ai découvertes qui étaient fausses, même en économie, ce qui est mon domaine de compétence à l'origine. Des choses complètement fausses, mais vous êtes sélectionné sur votre capacité à recracher ça. Et plus vous montez, plus vous êtes sélectionné sur cette capacité. Vous discutez avec des médecins qui font leurs études de médecine, c'est pareil. Ils vous diront en médecine, la première année, on vous bourre le crâne, on ne vous apprend pas à devenir des médecins, on vous apprend à ingurgiter des tonnes de connaissances, les recracher dans des QCM. Et donc, c'est une manière de vous vriller votre intelligence et de vous faire de vous des gens dociles. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sortent de ces écoles, par exemple de l'administration, en réalité restent ce que le système a voulu qu'ils soient? Il y a toujours des exceptions, il y a plein d'exemples qui viennent à l'esprit, mais en tout cas, ça fait une masse de gens. Après, il y a des gens, ils ont quand même un esprit critique, ils ont l'histoire familiale, ils ont peut-être des fois des crises personnelles ou professionnelles qui les amènent à prendre du recul, mais le système est conçu pour ça. Et pour rester sur l'exemple de la médecine, il faut savoir que la famille Rockefeller a créé la médecine moderne aux États-Unis dans les années 20, avec notamment la création de l'AMA, l'American Medical Association, et ils ont pris le contrôle de la formation des médecins aux États-Unis par ce biais-là. Et après, c'est venu en France dans l'après-guerre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Céline en parle un petit peu dans ses romans, parce que lui-même était médecin. Et il a travaillé, donc il a vu un petit peu ça de l'intérieur. Vous savez, j'ai reçu un psychologue clinicien qui travaille avec les enfants, et il a écrit un excellent livre sur HPI, HPE, TDAH, etc. Et il explique le cheminement des labos, avec leurs complices, psychologues, psychiatres, etc.,
pour que ces enfants, dès l'âge de 3 ans, rentrent dans un cheminement de médicaments jusqu'à la mort, pour le coup. Ouais, jusqu'à la mort. Mais ça, j'en parle. Il y a 2 textes qui parlent de ça dans mon dernier livre. Il y a un texte à partir d'un livre de James Davis, qui est un psychologue anglais, qui a écrit 2 livres absolument formidables, jamais traduits en français d'ailleurs, sur l'arnaque de la psychiatrie moderne. C'est un réquisitoire contre la psychiatrie moderne. Alors, il y a d'autres gens il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. En France, c'est le tabou ultime, parce que vous savez que les Français sont les premiers consommateurs d'antidépresseurs, donc c'est un marché énorme, donc personne ne veut s'attaquer à ça. C'est un tabou. Et il y a un autre texte qui est plus loin dans le livre, c'est sur l'arnaque de la science moderne et le processus de peer review. C'est même quelqu'un qui est à l'intérieur du système, c'est une traduction, qui explique en fait comment la façon dont la science moderne fonctionne, et on l'a vu d'ailleurs avec le Covid, avec tous ces experts, et puis maintenant on voit qu'en fait ils se rétractent parce qu'en fait les études étaient bidons. En fait c'est ça, et les gens ont une confiance aveugle dans ce processus. C'est la science dit, les experts disent, et ils n'utilisent plus leur esprit critique. Vous savez, les gens, il y a des faits divers liant des médecins un peu bizarres, on va dire, et juste parce qu'ils ont une blouse blanche, leurs victimes disent « Oui, mais bon, monsieur avait une blouse blanche, c'est quelqu'un, quoi. » Voilà, c'est dingue. Comment on a formaté, comment l'école de la République, la télé, les grands médias ont formaté l'esprit des gens. Et même Hollywood, je remarque que les gens ont des connaissances historiques parce qu'ils ont vu des films hollywoodiens sur la Révolution, sur l'esclavage, sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Enfin, notre travail est énorme, en fait. Oui, ça, c'est le soft power et c'est l'ingénierie sociale. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que les Russes et les Chinois ont parfaitement compris. Vous avez vu que, notamment, les Chinois, ils développent aujourd'hui une industrie du cinéma où ils font des films justement pour contrer ça. Par exemple, le plus gros succès, peut-être ça a changé depuis, mais encore il y a quelques années, le plus gros succès du cinéma chinois, c'était la bataille sur le lac Changjing. C'est une bataille qui raconte comment l'armée chinoise a mis une rouste à l'armée américaine en Corée. Donc c'est une super production où les Américains sont les méchants. Et c'est les Chinois qui sauvent tout le monde et qui sont hyper héroïques, etc. Vous voyez, c'est intéressant de renverser la perspective. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune Chinois qui grandit en Chine en 2020, il n'a pas la vision qu'ont, par exemple, les Français, qui pensent, par exemple, que les Américains sont venus en 1944 pour nous libérer avec le débarquement. Ce qui est une fiction absolument totale. Oui, et ce que les gens croient. Par exemple, tiens, Thomas Joly, le directeur artistique des cérémonies des JO, a dit 2 choses, très graves d'ailleurs. 1, il a dit que Jeanne d'Arc était le premier travesti de l'histoire de France. Oui. Bon, déjà. Et deuxième chose, il a dit, pour justifier un peu ce qu'il a fait, d'ailleurs il a dit que c'était politique et qu'il fallait imposer la thématique du genre, ce sont ses mots, il a dit que les bons rois de France se poudraient le nez, donc il était normal qu'aujourd'hui, en fin de compte, ça n'a pas totalement changé, qu'on parle du genre. C'est ça. Et ça, c'est typiquement 2 choses qu'il a vues dans le cinéma. Par exemple, lorsqu'on parle de la Révolution, on parle toujours d'un Louis XVI décadent qui se ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Enfin, vous voyez, donc ça veut dire que les gens sont imprégnés de ça, en fait. Absolument. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, mais beaucoup plus. Mais on voit, vous avez tout à fait raison, la vision historique, mais même la vision religieuse. Je veux dire, moi, j'ai un peu travaillé là-dessus. La vision que les gens ont de l'Église et de l'Église catholique et de la société chrétienne et même du Moyen-Âge chrétien, c'est une vision, il faut dire les choses clairement, qui est la vision de la franc-maçonnerie. C'est une vision avec les vilains abbés, les vilains curés, les vilains nobles qui exploitent les pauvres paysans et l'Église, par exemple l'Inquisition, la vision de l'Inquisition. Je vais te prendre juste un exemple. Allez-y. L'Inquisition, moi j'ai lu plusieurs livres sur ça. L'Inquisition, c'était à l'époque un progrès. Parce que qu'est-ce qui se passait? Les gens, autrefois, les gens n'aimaient pas les hérétiques. Et par exemple, quand il y avait un hérétique dans un village, c'était le peuple qui voulait pendre l'hérétique à un arbre. Et l'Inquisition, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait, attendez, on calme le jeu, on va faire un procès, on va mettre le gars en prison, on va voir déjà ce qu'il dit, on va voir s'il se repent, on va faire un procès, c'est la première fois où il y a le début du procès contradictoire, c'est-à-dire il va y avoir une défense, et en plus c'est même pas l'Église qui a brûlé les hérétiques, c'est le pouvoir politique, et c'est notamment l'empereur d'Allemagne qui a imposé la peine de feu. Donc c'est même pas l'Église qui a demandé qu'on brûle les hérétiques, c'est le pouvoir politique de l'époque. Donc vous voyez, tout ça c'est des choses, mais les gens ne le savent pas. Les gens ne sont pas conscients de ça. Ils ne savent pas que tous les progrès sociaux qui ont été apportés par l'Église et dont on vit encore on vit sur les restes de ça aujourd'hui.
veux dire, par exemple, l'Église, il faut dire aux féministes, le mariage par consentement, c'est l'Église qui a donné ça. Avant, on prenait une femme, on la voulait, on la prenait, c'était le mari qui décidait ou le père, et la femme, elle n'avait pas son mot à dire. À partir du IVe siècle, si je ne dis pas de bêtises, l'Église a dit, attendez, il faudrait quand même que quand les époux se marient, il faut au moins quand même que la femme consente. Donc on ne dit pas qu'elle n'avait pas des pressions et tout ça, mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Moi, je fais souvent des commentaires là-dessus sur les réseaux sociaux. Je vois, ou dans mes conférences, honnêtement, le niveau d'ignorance des gens de ce que c'est que le catholicisme, que c'est l'histoire du Moyen-Âge chrétien. Je veux dire, les gens, ils sont choqués quand vous leur dites, vous savez qu'au Moyen-Âge, le pire cerf du Moyen-Âge, il avait plus de vacances, il payait moins d'impôts et il avait plus de liberté concrète que la personne de 2024 qui est soi-disant libre avec les droits de l'homme, etc. Et les gens vous dites, mais c'est pas possible. Mais regardez, par exemple, aujourd'hui, vous voyez comment vous êtes taxé sur un héritage. Eh ben, à l'époque du Moyen-Âge, vous payez ce qui s'appelait le droit du centième. Vous payez 1 centième au roi de France. À l'État, vous ne payez pas 1 centième. C'est 50%. C'est quasiment 50%. Mais on est en démocratie, on a de la chance. Et puis à l'époque, lorsque le précepteur venait prendre son argent, il était accueilli avec des armes. Alors qu'aujourd'hui, il a l'ATD, la vitière détenteur, et ils se servent comme ils veulent. Hein. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, un seigneur ou même un abbé, par exemple, s'il y avait beaucoup d'abbés qui étaient propriétaires fonciers, aurait augmenté les taxes de 5%. Mais c'était une jacquerie, mais extraordinaire. Là, aujourd'hui, les gens, allez, la CSG, l'impôt sur le revenu, l'IFI, mais les gens ne disent rien. Et on va voir ça très bientôt. Hein. Très bientôt, ça va arriver. Moi, je vous dis très sincèrement, ce que vous écrivez sur le mondialisme, je suis persuadé que, là, avec l'Europe rentre... là, ils vont mettre en place le mondialisme dès cette année. C'est-à-dire que von der Leyen a été remise en place pour rentrer vers ce fédéralisme. Et M. Barnier a été mis en place, c'est un type de l'Europe, pour justement imposer aussi le Great Reset aux gens. Ah mais c'est bien possible. Mais de toute façon, qu'est-ce qui les empêche ? Je veux dire, la seule chose qu'il y a, c'est que les gens votent de moins en moins. Il y a une abstention quand même qui progresse. Mais de toute façon, c'est pour ça que j'essaye de faire le travail que je fais, c'est qu'il n'y a pas de changement possible ou de résistance possible tant que les gens n'ont pas basculé mentalement, n'ont pas compris l'enjeu et à la fois ce qu'ils ont en face d'eux. Je veux dire, quand vous avez compris qu'il y a un mur en face de vous qui est le projet mondialiste et qui se décline de plein de manières, et qu'il faut que vous résistiez à ça de toutes vos forces, pour vous, pour vos enfants, pour votre santé, pour votre patrimoine, en fait, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais qu'est-ce qui a fait baisser ce niveau de résistance ? Moi, je pense, je vais vous dire quelque chose, si les Français nés avant-guerre avaient eu, on va dire, crise sanitaire, c'est pour YouTube, si on leur avait imposé la crise sanitaire en 1980, c'est-à-dire qu'ils étaient en pleine possession de leur force, quoi, ils avaient 40, 50 ans, eh bien, ça ne se serait pas passé. Moi, j'ai l'impression qu'à partir de nos générations, moi je suis de 81, voilà, je le dis, et je ne parle même pas de ceux qui sont nés dans les années 2000, eh bien, j'ai l'impression que notre force de résistance est tombée très bas. Oui, c'est vrai. Un exemple très concret, c'est sur l'école. Souvenez-vous, vous étiez peut-être un peu plus vieux que moi, mais en 84, il y a eu sur l'école libre. C'est vrai. Il y a eu des manifestations énormes et Mitterrand a dû plier à l'époque. Là, en 2022, on a supprimé quasiment de fait l'instruction en famille, qui était un droit fondamental depuis toujours. Et maintenant, c'est passé à la trappe. Qui en a parlé ? Qui s'en est ému ? Personne. Ça passe. Moi, je connais personnellement des gens qui faisaient l'école à leurs enfants, des gens qui faisaient ça très bien, qui n'étaient pas des dangereux fanatiques, etc., qui éduquaient leurs enfants pendant 10 ans ou 7 ans. Et là, du jour au lendemain, on leur dit maintenant, c'est fini, vous n'avez plus le droit de le faire. Et moi, je connais personnellement quelqu'un qui doit faire 3 quarts d'heure de route le matin, 3 quarts d'heure le soir pour emmener ses enfants à l'école, alors qu'elle habite dans un coin isolé. Et la seule école du coin, il y a des affaires de harcèlement et il y a un prof qui a été accusé d'attoucher les enfants. Donc vous comprenez qu'elles ne veulent pas mettre ses enfants dans l'école du village. Mais j'ai un ami qui est patron d'un groupe d'hôtels, qui a beaucoup d'argent pour le coup, et qui, comme vous, comme nous, veut mettre ses enfants chez lui, parce qu'il ne veut pas du wokisme. Et pourtant, il vient de la gauche, il était en plus adorateur il y a 30 ans de Mélenchon. C'est dire comment les gens changent lorsqu'ils travaillent et lorsqu'ils ont des enfants. Eh bien, il est en procédure avec l'Éducation nationale parce qu'il m'a dit qu'il ne mettra pas... L'Éducation nationale fera faire ce qu'ils veulent, il ne mettra pas ses enfants à l'école républicaine. Il a tout à fait raison de tenir bon et d'être courageux, mais ça peut être risqué parce que la menace qu'on fait planer sur vos têtes, c'est on va vous chercher vos enfants, la DAS va prendre vos enfants. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. C'est l'État qui s'arroge le droit et qui vous a privé d'un droit fondamental qui était d'instruire vos enfants par la liberté de moyens.
Et si vous refusez de vous soumettre, on va vous prendre vos enfants. Mais dites-moi, d'où vient cette soumission que l'on a à partir de nos générations voilà, comment vous l'expliquez ? Je l'explique probablement parce qu'on a trop de confort. Vous savez, il y a un adage qui dit les époques faciles font des hommes faibles et les hommes faibles font des époques difficiles. Et les époques difficiles font les hommes forts. Donc aujourd'hui, on est dans une époque difficile qui a été faite parce qu'on a été faible. Alors vous voyez, vous parliez de votre ami va devenir un homme fort parce qu'à un moment, est-ce qu'il va vraiment rentrer en dissidence ? Et c'est ça aujourd'hui ce qui se passe. C'est que moi je pense qu'il faut toujours se méfier et je pense que le mondialisme avec les 30 Glorieuses a fait ça, c'est-à-dire nous a amollis, nous a rendus beaucoup plus serviles, attachés à notre confort et on l'a vu d'ailleurs avec la crise Covid. Les gens étaient prêts à s'injecter. Pourquoi ? Pour continuer à aller au ciné ou au resto. Vous imaginez la balance entre le risque pour votre santé et finalement quelque chose dont on peut facilement se passer finalement. Mais comment on peut combattre ça ? Comment aujourd'hui on peut résister à ça ? Nous par exemple, on a trouvé quelque chose de sympa, c'est de... Je pense, bien sûr, il faut résister. Je pense qu'il faut aller. Je pense qu'à un moment donné, il faudra renverser la table, ça c'est évident. Mais en attendant, il y a le pas de côté. Moi, je pensais au pas de côté, dans le sens où on invite des gens qui, par exemple, ont créé leur propre YouTube avec Crab Bunker, le propre Doctissimo, Holy Time, ou par exemple avec Valérie Bugeaud qui parle de révolu droit. Voilà. Vous, quelle serait votre solution à vous ? Moi, ma solution, moi, ce que je fais avec mon travail, c'est déjà d'aider à la prise de conscience, c'est d'essayer d'expliquer aux gens les enjeux et ce qui est en train de se passer. Moi, ça, c'est mon travail de réinformation. C'est ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer ça aux gens, c'est-à-dire de leur donner les moyens de comprendre et d'utiliser les techniques qui sont utilisées contre eux. Et il y a un vrai effort de formation. Et il est encore plus essentiel que les gens le fassent par eux-mêmes, parce que les partis politiques ne le feront pas. Les médias ne le feront pas, je ne parle même pas de l'école, etc. Donc à un moment, et je pense qu'on est tous passés par là. Moi, il y a encore quelques années, avant de faire ce que je fais, j'étais complètement dans le système, même avant le Covid et tout ça. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit en 2019 en témoigne. Donc après, une fois que vous avez basculé, vous vous formez. Vous comprenez, vous faites alors c'est le travail. Moi, j'essaye justement de redonner aux gens le travail que j'ai dû faire. Moi, ça m'a pris 4-5 ans. C'est vraiment beaucoup de boulot. Donc, j'essaye de le donner dans une forme condensée pour que les gens aient accès à l'essentiel rapidement. Et en quelques heures, voilà, ils ont les grandes lignes. Donc, ça, c'est ça. Et ensuite, je pense, et ça, c'est le deuxième axe de mon travail, c'est la question spirituelle. Si on n'a pas compris que c'est un combat fondamental entre le bien et le mal, et qu'on ne peut pas s'en sortir seul, il faut l'aide de Dieu. Et ça, c'est le projet mondialiste, c'est couper l'homme de Dieu. C'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, parce qu'on est en France laïque, et c'est vrai qu'en France laïque, avant les événements, on va dire, sanitaires, on a toujours eu du mal à parler de spiritualité de Dieu. Les gens vont dire, mais peut-être qu'il est un peu barge. Enfin, vous voyez quoi. Par contre, parce que eux n'ont pas honte de mettre Baphomet, par exemple. Exactement. Ils n'ont pas honte de montrer leur symbole. Mais exactement. Il ne faut pas avoir honte de parler de spiritualité ici. Mais eux, ils nous imposent leur symbole. Et par exemple, on parlait de l'école tout à l'heure. Il faut lire M. Vincent Payon, qui dans son livre « La Révolution n'est pas terminée », dit explicitement, je l'ai cité dans un de mes livres, il dit « l'école est ce nouveau temple avec son nouveau clergé, ces nouvelles tables de la loi, ce nouveau baptême républicain ». Donc c'est religieux. On n'est pas dans de l'instruction, on est dans de la religion. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité, c'est une devise maçonnique. Il faut que les gens le sachent. Tiens, expliquez-nous cette devise, parce que moi j'en parle, mais j'aimerais que vous, en tant que spécialiste, vous nous en parliez, et ceux qui nous regardent, là, il y a peut-être presque 4000 personnes qui nous regardent en même temps, et beaucoup, j'imagine que la moitié n'est pas au courant, peut-être. Donc expliquez-nous cette symbolique. C'est très simple. Liberté, c'est quoi ? C'est la liberté, c'est s'affranchir de toutes les limites, de toutes les règles. Donc de toutes les règles morales, notamment les règles, les commandements de Dieu. Donc c'est fais ce que tu veux. Et ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à la pédophilie, ça nous amène au transgenre. En fait, c'est la subjectivité. C'est tu fais ce que tu veux. Vous savez, c'est l'abbaye de Thélème de Rabelais. Fais ce que voudras. Donc c'est la licence, en fait. C'est pas la liberté, c'est la licence. Donc ça, c'est soi-disant la liberté. On se libère des chaînes, de l'esclavage, des commandements de Dieu. Donc eux voient ça comme ça. L'égalité, c'est en fait, on va mettre tout le monde sur le même plan. Mais en fait, ça, c'est une arnaque parce que, je le dis aux gens qui nous écoutent, à chaque fois qu'on vous promet l'égalité, c'est la ferme des animaux d'Orwell. C'est tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et il suffit de voir le communisme. Soi-disant, tout le monde était égaux. En fait, il y avait une nouvelle aristocratie communiste qui s'était tout appropriée. Et en fait,
les gens crevaient de faim, quasiment faisaient la queue dans les magasins, mais par contre, ceux qui étaient au-dessus, à eux, ils vivaient comme des nababs. Ça, c'est toujours comme ça. Donc, il n'y a pas l'égalité. Dès qu'on vous vend l'égalité, c'est une arnaque. Et ensuite, la fraternité, c'est la fraternité entre frères maçons. Mais alors, moi, je voudrais poser une question, parce que pour qu'on soit frère, il faut qu'il y ait un père. Si c'est pas Dieu le père, c'est qui alors? C'est ça la question. D'après vous, c'est qui? C'est Satan. C'est Lucifer. Et c'est Lucifer qui nous dit, qui dit révoltez-vous contre l'ordre de Dieu. Et je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui sont francs-maçons qui n'en ont pas conscience. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne suis pas franc-maçon. On dit que, en fait, cette vérité-là, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces trucs-là, en fait, les gens le découvrent que bien plus tard. Et il y a plein de gens qui sont sûrement d'honnêtes francs-maçons, qui croient vraiment œuvrer pour le bien de l'humanité, la fraternité, les droits de l'homme, etc., mais qui ne comprennent pas les principes qui inspirent tout ça. D'ailleurs, ils n'auraient pas utilisé le mot fraternité, mais auraient utilisé, par exemple, solidarité. Oui, on aurait pu dire solidarité, on aurait pu dire charité, qui est une conception chrétienne. Justice, charité. On pourrait dire ça. Une devise pour la France, ça pourrait être vérité, justice, charité. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, donc il faut dire ça aux gens. Et il faut dire aussi que quand on parle, parce qu'on emploie des grands mots, on parle de spiritualité, mais ça commence par des choses simples, ça commence par la prière. Je veux dire, prions. Commençons notre journée par faire une prière, dire merci Seigneur pour cette journée qui commence. Quand on mange, moi je bénis mon repas, je dis merci Seigneur pour ce repas. Le soir, je dis merci Seigneur pour toute cette bonne journée, d'avoir pu venir sur le plateau de GPTV pour dire ce que j'ai à dire. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont des choses simples. Il y a aussi une autre chose, c'est que les mondialistes ont transformé la société et ils l'ont façonnée selon leur vision. Et c'est quoi leur vision? C'est le sexe et l'argent. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont gouvernées par ça, qui sont gouvernées par l'argent. C'est ce que dit le Christ. Il dit on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont obsédées par l'argent. Et beaucoup de jeunes pensent à ça. Ils pensent qu'à gagner de l'argent. Comment on va gagner de l'argent? Comment on va faire beaucoup d'argent? Ça, c'est pas une vision chrétienne. Dans la vision chrétienne, l'argent, il est utile, mais il sert à quelque chose. C'est une vision protestante. Oui, c'est très protestant, je suis d'accord avec vous, mais c'est la vision de Mammon. Mammon, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un des avatars du diable, c'est le goût de l'argent excessif. Parce que l'argent, en fait, c'est un moyen de l'utiliser pour faire des choses avec. Et la deuxième chose, c'est le sexe. Aujourd'hui, on est une société qui est saturée. Moi, à chaque fois que je vais à Paris, je suis sidéré de ce que je vois dans le métro, sur les abribus. Il y a de la sexualité partout. Et on dit aux jeunes, on est de la même génération, donc on a eu ça, on disait, le gars qui réussit, l'homme, c'est celui qui séduit plein de femmes. Mais en fait, on ne dit pas, celui qui réussit, c'est celui qui trouve une femme, qui l'épouse, qui a un bon père de famille, qui lui fait des enfants et qui lui reste fidèle. C'est-à-dire qu'on impose... Alors, je voudrais saluer Sadigov, qui nous a fait un don de 3 €. Merci, cher Sadig. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on impose, par le biais du marketing, de la communication, l'inversion des valeurs? Mais on impose un projet de société. Et en fait, on dit même pas, mais on le présente pas comme tel. On dit pas c'est un projet, on dit c'est l'ère du temps. On dit il faut vivre de son temps, les choses évoluent. Vous savez, souvent, moi, quand je tiens ces discours, des fois, les gens me disent « Ah, mais vous voulez revenir au Moyen-Âge ?» Mais en fait, ce n'est pas une question de Moyen-Âge ou pas Moyen-Âge, c'est qu'il y a des choses qui sont éternelles, il y a des choses qui sont valables de tout temps. Je veux dire, la stabilité de la famille, on ne peut pas faire une société sans des familles stables. Voilà, c'est simple. Au Moyen-Âge, on le savait dans l'Antiquité, on le savait. Mais regardez, ils vous disent, vous voulez revenir au Moyen-Âge parce que, dans leur psyché, le Moyen-Âge est un temps des ténèbres. Voilà, mais vous voyez le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut leur expliquer que le Moyen-Âge, c'est peut-être l'âge d'or, en fait, un des âges d'or de la civilisation européenne. Et en plus, il faut leur expliquer que, en fait, ce n'est pas des principes qui sont marqués temporellement, c'est des principes, il y a des vérités éternelles. Et en fait, le but, c'est pas d'avoir une société du Moyen-Âge ou de je sais pas quand, c'est d'avoir une société saine. Aujourd'hui, on est dans des sociétés malsaines, on est dans des logiques, des cultures de mort, on est dans des cultures de destruction, il faut recréer des cultures de vie. Vous aimez nos émissions? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.